Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Content de vous retrouver en cette rentrée. Bon, plein de sujets à voir. Avant de parler de la BCE, juste un petit mot parce que Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, nous dit que les sanctions contre la Russie sont efficaces. C'est une réponse à la sortie de Vladimir Poutine qui affirmait que la situation économique en Russie se normalisait. Qu'en est-il? Oui, les sanctions sont efficaces, mais pas les sanctions sur les hydrocarbures. Alors, on sait tous que les revenus en pétrole, en gaz, en charbon de la Russie sont au même niveau, ou même un peu au-dessus du niveau d'avant le début de la guerre. Mais les autres sanctions sont très efficaces. C'est des sanctions, d'abord, c'est le départ des entreprises étrangères, qui laissent des entreprises sans management, sans commande, etc. C'est des sanctions sur la technologie. La Russie n'a plus accès à un certain nombre de produits d'informatique, de Semi-conducteur. semi-conducteurs, etc. La production de voitures a baissé de 80% par rapport à la période d'avant la crise. Et puis, c'est des sanctions commerciales sur des produits que la Russie importe. L'inflation est à 15%, la consommation des ménages a baissé de 10%. Voilà, donc la Russie va mal, quoi, et son inflation va encore augmenter. Et au cours du temps, la situation va se dégrader, parce que pour l'instant, les Russes bricolent, quoi. Ils réparent des avions en démontant d'autres avions, ils font des voitures sans électronique, mais enfin, pas terrible, et ils épuisent leur stock. Donc oui, la Russie va aller assez mal. Le PIB alors, faut se méfier de la façon dont les Russes calculent le PIB. Le PIB a baissé de presque 8% entre le premier trimestre et le deuxième. Il va continuer à baisser. Donc il va baisser peut-être de 12-13% à la fin de l'année, par Mais rapport cet au. appauvrissement économique ne fera pas changer. Ah non, non, je pense que le Poutine et son gouvernement sont très insensibles Ouais. à la situation des Russes, mais les Russes vont mal, les Russes vont mal, et les choses sont dans le sens de la dégradation. C'est-à-dire que, à nouveau, au début, quand on est privé d'électronique, de semi-conducteurs, etc., de circuits intégrés, on peut bricoler avec ceux qu'on a et ceux qu'on trouve en réserve, et à la fin, on fabrique plus rien, quoi. On dit d'ailleurs que l'armée russe a perdu, enfin, n'a plus maintenant que 10% des missiles qu'elle avait au début de la guerre, parce qu'elle ne peut pas fabriquer de missiles. Il y a plein de semi-conducteurs, d'électronique dans un missile. Donc ça affecte aussi la capacité militaire de la Russie. Bon, et quand on entend Vladimir Poutine nous dire que s'il n'y a plus de livraison de gaz russe aux Européens, c'est la faute des sanctions qui empêchent la maintenance notamment des infrastructures gazières, ça tient la route ou pas? Parce qu'il y avait le patron de cette turbine là, qui est bloquée en Mhm. Allemagne, patron de Siemens Energy, qui Oui. disait qu'une fuite d'huile, d'un point de vue technique, ça n'empêche pas, ça ne contraint Non, pas à non, arrêter un gazoduc, hein. mais Donc c'est vraiment c'est une arme politique, oui, le alors gaz. cette arme, elle marche un peu. Mon estimation, c'est que, compte tenu de toutes les économies d'énergie et de toutes les énergies de remplacement, toutes les importations de gaz liquéfié, de GNL qu'on pourra obtenir du reste du monde, on va quand même avoir une insuffisance de à peu près 3 à 4% de l'énergie européenne, de l'ensemble de l'énergie. Et le gaz russe, c'est 12% l'année dernière de l'ensemble de l'énergie européenne. Peut-être rester 3% de déficit, on va réussir à combler les trois quarts. Et donc, on va avoir une perte de PIB peut-être de 1 à 1,5% à cause de l'arrêt des importations Ça de gaz reste russe. gérable, Bah, ça va c'est pas négligeable, non? s'ajouter à ce que va faire la BCE, Ouais. mais peut-être que ça ne se superpose pas complètement à ce que fait la BCE, parce que cette perte de PIB, elle aide aussi à combattre l'inflation. Donc, mais effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est hors de proportion avec la perte de PIB de la Mm. Russie, quoi, qui est de 12-13% et Quels qui sont les risques continuera de l'année prochaine. pénurie, de blackout électrique, de pénurie de gaz pour cet hiver, Il notamment sur la il va France? manquer 3% à peu près de l'énergie européenne, et compte tenu d'une estimation des économies que les Européens pourront faire, et des importations de substitution. Donc il va falloir économiser là par une méthode un peu plus violente que simplement baisser la température dans les bureaux. Ce Il ne va sera pas falloir suffisant. économiser 3% de l'énergie. En général, on dit qu'il y a une élasticité d'1,5. C'est-à-dire que quand on réduit la consommation d'énergie de 1%, on perd 1,5% de PIB.
Donc si mon calcul est juste, on pourrait perdre 1,5 point de PIB. Bruno Le Maire a dit que la France allait perdre 1 point de Oui, PIB. maximum. Et donc, comme il y a des pays beaucoup plus exposés que la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., mon estimation n'est pas déraisonnable, quoi. Par quoi on remplace le gaz russe aujourd'hui? C'est plus de GNL Alors américain, c'est un mélange, c'est du GNL américain, norvégien, on paye cher, qatari, on paye cher. algérien. On le paye cher ou pas, ce gaz naturel? Ah bah, on le paye au prix du marché du gaz, donc on le paye extrêmement cher. Donc c'est un autre sujet que l'Europe va devoir traiter. Et on le remplace par du charbon. Hein. Oui. Un tiers de l'électricité faite en Allemagne aujourd'hui est faite au charbon. Hein. Le charbon va remplacer à peu près 1/5 du gaz russe, hein, qu'on importait. Et puis il en manque, quoi. Il manque une 50aine de milliards de mètres cubes de gaz qu'on importait de Russie et qu'on n'arrive pas à remplacer à court terme, parce que l'offre de gaz naturel mondial, elle n'est pas illimitée. Donc on ne peut pas prendre du gaz qui n'existe pas. Et à court terme, bah, bien sûr, tous les pays montent leur production, mais c'est dans la limite des capacités. Donc on arrive à une butée qui, à nouveau, ne permet pas de remplacer la totalité du gaz russe. Sur les prix, encore une fois, les prix, on entend le prix de l'électricité, les prix du gaz qui sont devenus fous. On voit bien que Oui. Bruxelles veut s'y mettre. Quelle est la part de spéculation? Et effectivement, Bruxelles nous dit envisager de plafonner à 200 € le mégawattheure le prix de l'électricité. Il était temps, encore une fois, d'arrêter cette partie spéculative. Il est à peu près à 220 € le mégawattheure ces jours-ci. Hein. Mais de toute façon, le marché européen de l'électricité marche sur la base de tarification au coût marginal. C'est extrêmement efficace dans un monde normal, parce qu'on est sûr que tout le monde est servi, quoi. On allume la dernière turbine à gaz qui est nécessaire pour fabriquer le gaz dont on a besoin. Dans un monde où il y a une rareté, le prix marginal peut aller à l'infini, quoi, puisque de toute façon, il y a des gens qui vont se battre pour avoir du gaz qu'ils ne trouveront pas. Donc il faut sortir de la tarification au coût marginal du gaz dans un monde où il y a une rareté anormale de gaz. Et donc la Commission va remplacer ça par une administration du prix du gaz et de l'électricité. Hein, C'est une heureuse nouvelle. Ah bah, de toute façon, c'était indispensable. On était en train de perdre notre industrie. Au prix, si on était vraiment allé à 1 000 € le mégawattheure, ça correspondrait à une hausse de 25% des coûts de production de l'industrie européenne. Et donc l'industrie européenne aurait fermé, hein, parce que c'est plus que ses marges. Donc pour garder notre industrie, et même aujourd'hui aux États-Unis, le gaz vaut à peu près 35 € le mégawattheure. Et nous, il va valoir 200. Donc même avec l'intervention de la Commission, on aura du gaz et de l'électricité 7 fois plus cher qu'aux États-Unis. C'est intenable. D'abord, bon, ça risque de s'améliorer au cours du temps, parce qu'on va trouver de nouvelles productions, etc. Mais tant que ça dure, c'est un énorme problème de compétitivité coût pour l'Europe. Et il est heureux que les gouvernements et la Commission s'en soient occupés, mais ils s'en sont occupés bien tard, je trouve, hein, et beaucoup plus tard que pour les consommateurs. Un petit mot du pétrole, Patrick. On est sous les 90 $ le baril de Brent. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça change ou pas la donne? Ça va aider à faire refluer l'inflation? On peut imaginer des banques centrales moins agressives. Est-ce que ce reflux est temporaire et on se reparle dans 15 jours, on sera à 110? Moi, je crois que les Saoudiens veulent 100 $, donc je pense que le pétrole va remonter. S'ils restent en dessous de 90 $, ils vont à nouveau baisser leur production. Bon, la baisse de production de 100 000 barils jour, ça n'a rien fait, mais c'est tout petit. Mais ils vont. C'est symbolique. Je pense que les Saoudiens ont compris que l'élasticité prix de la demande de pétrole était très faible et que donc quand on baissait le prix, on avait plus de revenus à la fin, quoi. Quand on baissait la production, pardon, on avait plus de revenus, les prix montaient et ça l'emportait sur la chute de production. Donc je pense que les Saoudiens ont aujourd'hui les moyens de stabiliser le prix du pétrole à un niveau qui est autour de 90 $ et qu'on va y retourner. Et si on y reste autour de 90 $, encore une fois, ça change l'équation? Si on reste en dessous de 90 Si on reste autour de 90 $. Oui, mais enfin 90. Le pétrole, ça simplifie la tâche ou pas pour les banques centrales? Le pétrole, c'est pas le problème. Le pétrole est à peu près au prix d'avant la guerre en Ukraine. Les semi-conducteurs, les containers sont retournés pratiquement au niveau d'avant la Covid. Le prix des matières premières agricoles a baissé de 20%, le prix des métaux a baissé de 30%. C'est-à-dire, le jugement des banques centrales avant la guerre en Ukraine, qui était que l'inflation allait s'en aller toute seule et qu'il ne fallait pas s'en occuper, il était juste en fait. Hein. Simplement, il y a eu la guerre en Ukraine et il y a l'arrêt de l'approvisionnement en gaz venant de la Russie, qui d'ailleurs, même aux États-Unis, double le prix du gaz. Hein. Il est 2 fois plus élevé qu'avant la guerre en Ukraine. Donc le choc qui emmène l'inflation dans une autre zone, c'est vraiment le choc sur l'embargo russe sur ces exports de gaz. Hein. Sinon, les prix descendaient doucement. C'est-à-dire qu'il y avait un gros choc post-Covid.
lui, qui était lié à la très forte hausse de la demande de biens. Oui, mais ça veut dire que le pic d'inflation est derrière nous. Ah non, le pic d'inflation, il est devant nous en Europe. Aux États-Unis, il est derrière les États-Unis, parce que d'abord, ils ont une politique budgétaire très restrictive. Il faut comprendre qu'ils étaient à combien? 10% de déficit public l'an dernier. Ils étaient à 12 l'an dernier, ils sont à 4 cette année. Ils ont enlevé 8 points de PIB de déficit public dans l'économie américaine. Donc ça tue le pouvoir d'achat des ménages. Les ménages ont résisté un moment en s'endettant, mais ça commence à s'user parce que les taux d'intérêt montent. Et la Réserve fédérale a un discours maintenant, une communication qui est très 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 dure, en disant qu'elle montera les taux tant qu'il le faut pour casser l'inflation. On la prend au mot? Oui, ils vont le faire. Moi, je pense que les taux américains, ils vont monter à 5 ou au-dessus, mais ils sont un allié de la politique budgétaire, donc c'est assez facile aux États-Unis. En Europe, le pic d'inflation, il est en début d'année prochaine, où on va quand même passer un certain nombre de hausses de prix du gaz et de l'électricité. En France, on discute, hein, le tarif réglementé va augmenter de 15, peut-être 20%. C'est pas les 80% que ça devrait être, mais il y aura une nouvelle marche sur l'inflation en début d'année prochaine. Et après, l'inflation redescend, mais elle redescend, l'inflation sous-jacente de la zone euro, elle est déjà à 6%. Et celle-là, elle est beaucoup plus compliquée à combattre, parce que c'est les salaires, hein, c'est les marges des entreprises. Donc on a déjà laissé l'inflation aller à 6%. Hein. Et donc, après, ça redescendrait que... Naturellement, spontanément, on retourne quand à 2%? Jamais. Jamais. Sans intervention de la BCE, jamais. Parce que les salaires vont augmenter aussi de 6% l'année prochaine. Enfin, je veux dire, l'inflation, sans intervention de la BCE, alors l'inflation totale, elle pourrait osciller, parce que si les prix des matières premières rebaissent, mais l'inflation sous-jacente, là, c'est-à-dire les salaires, quoi. Les salaires sont, les salaires sont à 4. En France, on est à 3,5 en France. En zone euro, on est à 4,5. Mais ça monte. Hein. À la fin de l'année, on sera sans doute autour de 6 dans la zone euro. Et en France, on sera à plus de 3, 3,5. Hein. Et donc, on a embrayé l'inflation salariale. Ce qui n'aurait pas été le cas sans l'Ukraine. Parce que sans l'Ukraine, l'inflation descendait beaucoup plus tôt. Et les salaires n'embrayaient pas. Mais là, les salaires ont embrayé. Est-ce que la BCE va laisser faire ou pas? On est en direct, évidemment, sur Boursorama. Donc, on n'a pas encore la décision de la BCE. Mais tout porte à croire que ce sera une hausse de 75 points de base aujourd'hui. Si c'est le cas, on peut dire qu'elle aura tapé fort, qu'elle montre vraiment qu'elle s'attaque sérieusement à l'inflation, qu'au-delà des mots, au-delà des promesses, les actes suivent. C'est plutôt dans la communication, parce que les 75 points de base, on savait qu'elle le ferait. Mais le problème, c'est la communication. Est-ce que la BCE passe à une communication de type réserve fédérale, en disant le mieux que je puisse faire pour l'Europe, c'est de faire disparaître l'inflation rapidement, parce que c'est ça qui va rendre du pouvoir d'achat aux Européens, ce que dit la réserve fédérale. Coûte que coûte. Ce que dit la Fed. Hein. Oui, la Fed dit notre objectif numéro 1, c'est de faire disparaître l'inflation, parce que l'inflation ruine les Américains. Et donc elle a monté les taux directeurs à 5-6%? La Fed? Ouais. Oui, mais la Fed, elle a le budget avec elle. C'est-à-dire, elle a le budget. Elle a cette énorme restriction budgétaire qui casse la demande et donc elle n'a pas grand-chose à faire. Au contraire de la zone euro, où il y a un soutien, je crois que c'est 2 points de PIB. Hein. Il y a un soutien budgétaire et puis il y a la dépréciation de l'euro. Les prix d'importation, qui sont quand même très intéressants, aux États-Unis, ils ont augmenté de 9% en un an. Dans la zone euro, ils ont augmenté de 32% en un an, les prix d'importation. Les prix d'importation eux-mêmes, c'est 10 points d'inflation de la zone euro, même si les prix intérieurs n'augmentaient pas du tout. Les importations, c'est un tiers du PIB. Donc la zone euro est dans un risque d'hyperinflation. L'inflation de la zone euro sans intervention de la BCE, elle va passer largement au-dessus de 10% au début de l'année prochaine. Jusqu'où va aller la BCE? Jusqu'où elle est prête? Je sais pas. Est-ce qu'elle est prête aussi, comme la Fed, à faire, quoi qu'il en coûte, une politique pour ramener toutes les décisions sont mauvaises. L'inflation à 2%? Toutes les décisions sont mauvaises. Parce que d'abord, pour faire baisser l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire ralentir les salaires, il faut faire monter le taux de chômage. Le soft landing, c'est un truc miraculeux qui ne s'est jamais produit, donc il faut arrêter d'en parler. Et donc, soit on ne fait pas monter le taux de chômage et l'inflation continue à augmenter, soit on fait monter le taux de chômage et l'inflation ralentit. Pour l'instant, le taux de chômage de la zone euro, il ne monte pas, parce qu'en plus, on a des grosses difficultés de recrutement qui font que les entreprises ont beaucoup de retard dans leurs embauches. Donc, soit on accepte de faire monter le taux de chômage, évidemment, et en plus, à ce moment-là, il faut se battre contre le budget, comme on l'a déjà dit. Et effectivement, la BCE va faire baisser l'inflation, soit on n'accepte pas de faire monter le taux de chômage. Les marchés, pour l'instant, n'y croient pas. Pour les marchés n'y croient pas. La BCE... C'est 2,25% de pic des taux d'intérêt. C'est là où les investisseurs se trompent, selon vous? Moi, je pense je ne sais pas, je crains. À nouveau, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cerveau des gens du board de la BCE, ils sont d'ailleurs divisés, mais je crains qu'ils se trompent fortement
sur le fait que la BCE ne peut pas toute seule jeter son objectif d'inflation. On peut débattre entre économistes, on peut dire, mais est-ce qu'on vivrait plus mal avec une inflation de 4 ou 5% en régime de croisière, ce qui permettrait peut-être à la BCE de rien faire ou de faire très peu. Mais est-ce que la BCE a le choix de laisser l'inflation jusqu'en 2024-2025 être entre 4 et 5%? Pour la BCE, ça repasse sous les 2% fin 2024. C'est 2,1% en moyenne 2024. 2024. Oui, mais c'est une plaisanterie. Enfin, je pense qu'ils vont réviser très fortement. Enfin, je veux dire, non, c'est une plaisanterie. Donc les marchés boursiers, enfin les investisseurs sous-estiment. Je pense que les investisseurs croient que la Banque centrale ne peut pas prendre de risques avec le chômage et avec la croissance. Mais ça veut dire qu'elle laisse l'inflation très au-dessus de son objectif d'inflation plein d'années. Et j'ai du mal à croire qu'ils puissent faire ça institutionnellement, quoi. Après, on peut avoir un débat entre économistes en disant est-ce que 4% d'inflation, ça serait en 2024, ça serait plus mal que 2 le sujet, là, avec la crise énergétique, c'est d'avoir une récession. Et pour beaucoup d'experts ou même d'investisseurs, une récession égale on tue l'inflation. De toute façon, l'inflation sous-jacente, je ne parle pas de la partie matière, l'inflation sous-jacente, c'est les salaires. En plus, facteur aggravant, il n'y a plus du tout de gain de productivité dans la zone euro. Donc les salaires passent directement en prix. Et donc, pour tuer l'inflation, il faut faire monter le chômage pour ralentir les salaires. Voilà, ça c'est facile. Et votre opinion sur la BCE, elle fera quoi alors? Elle choisira quoi? Elle veut s'asseoir sur son objectif d'inflation ou... Je pense que la BCE, elle va faire, elle va faire une moitié des deux. Donc pour plaire à tout le monde, elle va d'un côté faire plus que ce que les marchés croient aujourd'hui pour montrer... Mais moins que ce qu'elle devrait faire. Mais moins que ce qu'elle devrait faire, qui est très élevé en réalité, parce qu'à nouveau, il y a l'effet euro. Là aussi, si la BCE voulait vraiment tuer l'inflation à court, moyen terme, d'ici sous 3 ans, jusqu'où elle devrait aller en matière de hausse de taux directeur? Qu'on comprenne bien la marche. 7-8%. 7-8%. Il faudrait qu'elle monte, la BCE, si vous regardez ce qu'elle faisait dans le passé, y compris jusqu'en 2008 pour tuer l'inflation, dans les conditions d'inflation de salaire, etc., et de taux de chômage d'aujourd'hui, il faudrait des taux d'intérêt à 7-8%. Bien entendu, on n'aura pas ça. En tout cas, si elle voulait tuer l'inflation, la BCE devrait les monter. L'inflation dans les 2 ans habituels de son mandat, il faudrait des taux d'intérêt à 7-8%. Elle n'arrivera pas. Elle ne fera pas, et donc elle va expliquer que compte tenu des circonstances, elle va mettre plus longtemps que d'habitude. Mais le 2,25 ou le 2,5 certains jours que croient les marchés, ça n'y arrive jamais. Pourquoi les marchés ont cette cécité-là? Parce que les marchés n'ont jamais connu l'inflation ni des banques centrales méchantes. Ils ont connu que des banques centrales gentilles, les jeunes traders qui s'occupaient des inégalités aux États-Unis, du chômage et de la croissance en Europe. Là, on va revenir aux banques centrales des années 80-90 qui étaient assez méchantes. Alors comme il y a quand même la transition énergétique, la guerre en Ukraine, elles seront moins méchantes que ce qui serait nécessaire. Mais elles le seront plus que ce qu'attendent les marchés. Ce qui veut dire qu'on finit là-dessus, Patrick, il n'y a pas de raison d'attendre un rebond des marchés boursiers en Europe. Les marchés boursiers ne pricent pas du tout, même s'ils ont plus baissé en Europe qu'aux États-Unis, ce qui est quand même... Ils ne pricent pas du tout quoi? Ils ne pricent pas du tout. Les marchés boursiers, ils sont cohérents avec le reste des anticipations de marché. Donc ils voient une BCE qui monte à 2,5 et qui s'arrête là. Mais il y a comme des choses très... Si vous voulez, on peut avoir un scénario où on dit mais la BCE, elle déclare que c'est une économie de guerre et donc que l'essentiel c'est de financer des investissements, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre sur le climat, et donc on arrête pour l'instant de s'occuper de l'objectif d'inflation. Ouais, alors c'est pas du tout ce qu'on va entendre aujourd'hui. Mais elle pourrait dire ça, et ça serait un discours cohérent, et donc on garderait des taux à 1,5 et l'euro continuerait à baisser, l'inflation irait à 5, 6, 7. Mais les États auraient les mains libres pour financer toutes leurs dépenses. Certains de mes collègues économistes défendent que c'est ça la bonne stratégie. Et puis, on a du mal à y croire. Et puis, il y a l'autre stratégie qui consiste à dire on va faire comme les Américains, on va tuer l'inflation très vite pour être débarrassé du problème et pouvoir rebaisser les taux et à ce moment-là s'occuper de la transition énergétique le plus vite possible. Et donc, je crains qu'ils hésitent entre les deux et donc ils vont faire la moyenne des deux. C'est-à-dire qu'ils vont monter les taux plus que ce que disent les marchés, mais moins que ce qu'il faudrait. Et donc, on va rester avec de l'inflation et ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer ou pas d'ici la fin de l'année un rebond des marchés boursiers, encore une fois? Non. Et cette crise énergétique qui est hyper aiguë, la possible récession, les banques centrales martiales, l'enlisement du conflit en Ukraine? Je ne crois pas. Enfin, je veux dire, normalement, les marchés boursiers, ils vont rebondir au moment où ils verront l'inflation diminuer et la Banque centrale commencer à parler de rebaisser ses taux d'intérêt. C'est ça. Donc pas de rebond boursier d'ici la fin de l'année? Non, je crains une nouvelle marche à la baisse dans le marché européen à nouveau. Je crains une nouvelle marche à la baisse.
quand la réalité de la BCE et de la violence de l'inflation qui nous attend apparaîtra. Pourtant, les valorisations redeviennent un peu moins Les stratosphériques. valorisations sont beaucoup plus basses qu'aux États-Unis, mais, Ouais. Faut-il encore voir si les earnings, si les revenus vont suivre, seront revus à la baisse ou pas? C'est peut-être ça aussi qu'il faut regarder. oui, pour l'instant, les revenus sont plutôt convenables, Ouais. mais je crains, en valorisation pure, je crains qu'il y ait à nouveau une marche à la baisse de valorisation sur le marché européen. Et il y a d'ailleurs des trucs très mystérieux. L'immobilier résidentiel. Dans toutes les récessions du passé, la première variable économique qui se retourne à la baisse, c'est l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, aux États-Unis, les prix plus 20% sur un an, en Europe, plus 10%, en France, plus 7%. Il n'y a aucun retournement à la baisse, alors qu'il y a un retournement à la baisse des transactions, des mises en chantier, etc. Il n'y a aucun retournement à la baisse des prix. Et ça, c'est la même illusion que la BCE ne va pas monter ses taux, donc que les taux d'intérêt réels vont rester négatifs et donc les prix de l'immobilier vont rester élevés. C'est-à-dire que l'ajustement des anticipations sur la BCE, s'il est fort, il est quand même extrêmement dangereux aussi sur d'autres segments de l'économie, sur tout l'immobilier. Bon. Merci beaucoup en tout cas, merci de passer nous voir. L'économiste Patrick Artus, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.